Ce travail consiste en la présentation du portrait de mes élèves et des leviers pour leur réussite à l'égard d'une dimension de mon identité professionnelle, le rapport aux élèves. Pour ce dernier portrait, je synthétiserai rapidement les différents éléments significatifs suite à mes réflexions quant au rapport aux élèves en lien avec les 6 éléments suivants. Les caractéristiques de la population étudiante, la réussite éducative, l'inclusion, la motivation et l'engagement, la relation pédagogique et la sécurisation émotionnelle. Ensuite, je donnerai des exemples pour illustrer comment ces éléments quant au rapport à mes élèves se manifestent dans mes pratiques enseignantes et je démontrerai avec leur aide que mes pratiques sont cohérentes avec les caractéristiques de la population étudiante et les leviers pour leur réussite. Je poursuivrai en expliquant 2 moyens réalistes que je compte mettre en place pour favoriser la réussite éducative de mes élèves pour être davantage en cohérence avec les principes de l'inclusion, de la motivation, de l'engagement et de la sécurisation émotionnelle. Finalement, en lien avec les 2 moyens précédents, je préciserai comment mes forces de caractère peuvent devenir des leviers pour leur mise en œuvre. Alors, c'est parti! Chaque génération est différente. Il est frappant de réaliser que depuis les 20 dernières années, elle l'est encore plus et on sous-entend que c'est en grande partie à cause du développement des technologies de l'information qui ont totalement explosé. Les populations étudiantes sont désormais teintées de réalités qui font en sorte que l'apprentissage est maintenant vu sous un autre jour. Ce que je veux dire, c'est que tout est fait en sorte et tout est disponible sur le web. Avant, c'était à l'école que les étudiants apprenaient tout ce qu'ils devaient savoir dans le but d'exercer leur futur emploi. Maintenant, il est possible de suivre pratiquement tous les cours sur le web sans obligatoirement être connecté à une école reconnue et certifiante. Pour les enseignants, c'est tout un défi de pouvoir demeurer à la hauteur de ce à quoi s'attendent ces nouveaux apprenants. Selon plusieurs recherches, pour demeurer essentiel, il faudrait modifier et adapter les méthodes d'enseignement. Il faudrait se coller un peu plus sur ce que le web peut offrir, comme plus de rapidité d'exécution, de réponse aux questions, plus de technologies de communication, plus de nouveautés constantes, puisque cette population vit dans un monde où tout est donné, livré, répondu dans l'immédiat. Par contre, les études le démontrent. Ce qui se produit actuellement a des effets négatifs sur la santé mentale des étudiants. La société du rapide ne donne plus assez de temps aux jeunes pour terminer leur croissance et ils sont donc rapidement poussés au bout de leurs limites sans se donner le temps de se connaître et de se comprendre. Qu'est-ce qui devra se produire pour les ralentir? Au niveau de la réussite scolaire, j'ai été surprise de constater qu'il y avait 2 aspects intéressants, la réussite scolaire et la réussite éducative. Quand j'étais jeune, pour moi, la réussite au niveau de l'école était la réussite scolaire. Je ne connaissais pas autre chose que l'école. Réussir à l'école, mais dans les faits et après les lectures, je m'aperçois que la réussite éducative, qui est beaucoup plus vaste et positive à mon avis, inclut aussi la réussite scolaire. L'élément significatif ici que je retiens, c'est que même si nous échouons certains aspects de notre parcours scolaire, c'est en persévérant qu'il nous est possible d'atteindre et de développer notre plein potentiel. Il est donc important de s'assurer que chez nos étudiants, leur concept de réussite soit bien compris pour qu'ils soient en mesure de savoir pourquoi ils veulent réellement persévérer. Pour faire un lien avec ceci, il y a un autre aspect qui me surprend et m'impressionne au niveau de la réussite, et c'est qu'elle n'est pas mesurée identiquement dans tous les établissements scolaires. Il semble que cet aspect évolue constamment. Les perceptions de celle-ci est aussi différente d'une personne à l'autre selon ses propres expériences. Alors,
Comment obtenir un équilibre dans l'ensemble des établissements qui permettrait de mesurer la réussite avec des indicateurs équitables et qui serait réellement en mesure de choisir ceux qui permettraient d'atteindre cet objectif? Je crois qu'il est encore aujourd'hui difficile de donner un verdict puisqu'aucun moyen assez précis n'a encore été créé pour y parvenir. Quand on entend le terme inclusion quant au rapport aux élèves, on aurait tendance à penser aux différents genres et à leur diversité sexuelle. Par contre, il y a d'autres types d'inclusion sur lesquels il est important de réfléchir. Je parle ici des adultes qui décident de faire un retour aux études, des jeunes ou des adultes nouveaux arrivants qui doivent s'intégrer à la culture d'un nouveau pays ou de personnes ayant un ou des troubles de santé mentale. En fait, tous ceux qui sont hors du cadre régulier de la société sont ceux pour qui il est important de réfléchir en tant qu'enseignant. Au-delà de la réflexion, il y a l'aspect d'accommodement individuel que les établissements et les enseignants de tous ces groupes réalisent plusieurs travaux et que par la suite, des nouvelles solutions ont été mises en place pour améliorer leur situation. On a donc vu s'ajouter des équipes d'enseignants mobilisées, mettre en place des pratiques exemplaires dans le but de permettre l'inclusion et l'égalité d'accès de tous les groupes et ainsi leur permettre la réussite éducative. Bien que je sois d'accord avec le principe qu'il faut permettre à tous d'avoir accès à l'éducation et au savoir, et comme le mentionne Doutreloup, permettre l'égalité et l'équité pédagogique, mais est-ce que tout ça ne devient pas exagéré et lourd pour les enseignants de créer toutes sortes de moyens, pratiques et différentes facilités? Et où et quand saurons-nous que ce qui est mis en place est suffisant? Concernant la motivation et l'engagement, je constate encore une fois que la croyance sociale est que le rôle de l'enseignant est de pousser ses élèves à avancer et à s'engager. Par contre, on réalise rapidement après quelques lectures que c'est la responsabilité des apprenants de s'auto-évaluer et de consciemment mettre en place les moyens qui les pousseront et qui maintiendront leur désir de persévérer pour atteindre leurs propres objectifs. En fait, le vrai rôle des enseignants par rapport à ce volet est de mener les étudiants à comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Lorsqu'ils le comprennent, toutes leurs décisions, leurs actions ou autres prendront tout leur sens. La pratique réflexive et le développement de leurs habiletés métacognitives permettraient aussi de mieux maîtriser leur motivation et leur engagement face à leurs études. Une nouvelle fois, je fais un lien avec le rôle de l'enseignant. Par rapport à ce point, c'est qu'ils sont aussi responsables que les élèves sachent comment s'y prendre pour être en mesure de se questionner convenablement sur qui ils sont, intérieurement et ce qu'ils désirent réellement dans leur vie aujourd'hui. En tant qu'enseignants, prenons-nous suffisamment le temps de s'assurer de la compréhension qu'ont les élèves par rapport à ce qu'ils font en cours? La relation pédagogique et la sécurisation émotionnelle sont étroitement liées au fait que la seconde est souvent dépendante de la première. Ce que je veux dire, c'est que si de bonnes relations sont entretenues dans une classe, il est presque à 100% certain que l'élève se sentira en sécurité et qu'il aura très peu de chances de ressentir du stress ou de l'anxiété reliée à son cours. De plus, il est aussi prouvé que celles-ci sont aussi un levier pour augmenter la motivation des étudiants, de même par rapport à leur engagement de la matière enseignée. Pour pouvoir arriver à un état de sécurité émotionnelle, plusieurs éléments doivent être valorisés par l'enseignant et ressentis par son apprenant. Je m'explique du fait que suite aux différentes lectures en lien avec cet élément, il a été clairement démontré lors de recherches que ce qui permet l'atteinte de cet état d'esprit positif est étroitement relié au comportement de l'enseignant ou de toute autre personne en relation d'aide avec l'étudiant. Et les éléments en lien avec la qualité d'une relation pédagogique positive qui revient sont savoir qu'ils peuvent se référer en tout temps à l'enseignant, en toute confiance et sans avoir peur d'être jugés pour discuter de problèmes personnels ou professionnels. De plus, pour assurer la réussite de cette sécurisation, l'étudiant doit aussi pouvoir ressentir la véritable chaleur humaine, de l'acceptation, de la tolérance, qu'il soit réellement écouté, qu'il ressente de l'empathie de la part de son enseignant. En résumé, la relation doit être sincère et originale. Je crois que dans mes pratiques enseignantes, les élèves se manifestent et qu'elles sont cohérentes puisqu'elles servent positivement comme levier pour leur réussite. L'exemple qui le démontre est que puisque les générations actuelles sont attirées et ont tellement besoin d'être constamment stimulées pour demeurer motivées, je conçois
dans mes plans de cours de façon à ce qu'ils soient tous courts, qu'ils incluent des activités avec la présence d'objectifs atteignables rapidement et qu'ils font en sorte que les apprenants soient en constant mouvement et que l'information soit aussi accessible rapidement. Le deuxième exemple que je souhaite mettre de l'avant est que pour m'assurer d'obtenir une forte cohérence et donc un plus haut niveau de réussite dans le cadre des cours que je donne, est qu'en début de session, je prends le temps d'entrer en relation et d'analyser tous les apprenants de ma classe. Pour y parvenir, je prends en compte leurs forces et leurs faiblesses en discutant de leurs attentes envers le cours et comment ils souhaiteraient effectuer leur apprentissage. Je m'assure par la suite d'adapter mes activités d'apprentissage à leurs capacités. Il est certain que la raison pour laquelle je me donne autant de latitude est que je sais quelles aptitudes mes apprenants doivent maîtriser à la suite de la réussite de mon cours. Le premier moyen que je souhaite mettre en place est d'effectuer par mes apprenants, dans le cadre du cours en classe, la pratique réflexive sur leurs apprentissages, les efforts qu'ils ont faits pour apprendre et les stratégies mises en place pour y arriver. Je crois que ce moyen leur permettra de jeter un regard sur eux-mêmes, leurs engagements et sur ce qu'ils mettent en place pour leur réussite. Il est aussi possible que les apprenants moins en confiance en leurs capacités puissent réaliser certains éléments positifs qu'ils ajouteraient, des éléments de sécurisation émotionnelle les aidant dans leur développement personnel. Cette procédure viendrait aussi supporter la force que les relations interpersonnelles positives ont sur plusieurs aspects entourant la réussite des apprenants. J'entends ici la démonstration de ma présence, ma disponibilité, ma bonne humeur, mon honnêteté, ma volonté de mettre tout en place pour leur réussite et encore plus, puisque la liste possible pourrait être longue si je souhaiterais énumérer tout ce qu'une démonstration honnête de plaisir et de réelle attention. En lien avec les exemples mentionnés précédemment, le deuxième moyen que je désire mettre en place est la préparation de plans de cours collaboratifs. En fait, en début de cours, je présenterai les objectifs et savoirs à acquérir dans le cadre du cours et proposerai différentes activités ou moyens pour y parvenir. De plus, j'offrirai la possibilité aux étudiants d'aussi me proposer des formules d'apprentissage auxquelles ils ont déjà participé ou qu'ils auraient réfléchi et souhaiteraient créer eux-mêmes. Les étudiants sentiraient qu'ils ont entre leurs mains tous les moyens et cela augmenterait la motivation de réussir les activités qu'eux-mêmes auraient planifiées. Ce moyen viendrait donc rejoindre le modèle socio-constructiviste qui permet de bâtir un lien étroit de collaboration entre apprenants et enseignants. Dans le but de venir supporter la réussite des moyens que je souhaite mettre en œuvre, je crois que la force de caractère, capacité d'aimer et d'être aimé viendrait confirmer le fait que la construction de relations interpersonnelles entre apprenants et enseignants est pratiquement cruciale pour garantir la réussite éducative des générations d'aujourd'hui. Il est clair que les relations froides qui faisaient partie du paysage scolaire d'autrefois entre les deux n'ont plus sa place dans les écoles d'aujourd'hui. Que nous parlions d'école primaire, secondaire ou autre niveau plus élevé, les apprenants vivent maintenant dans un monde où les relations sont nécessaires. Donc, le fait que mon moyen permettrait une introspection du cheminement de l'apprenant et que ce processus vienne faire un lien entre l'énergie que je souhaite utiliser dans le but que l'élève prenne le temps de se connaître au niveau de ses forces et faiblesses, vient aussi lui démontrer combien je souhaite leur démontrer combien ils sont importants et aimés. En lien avec le deuxième moyen mis en place pour favoriser la réussite éducative de mes élèves, pour être davantage en cohérence avec les principes de l'inclusion, de la motivation, de l'engagement et de la sécurisation émotionnelle qui a été présentée il y a quelques minutes, je souhaite mettre de l'avant ma force de caractère, intelligence sociale, qui démontre bien mon éveil et l'importance que j'accorde aux différents cadres sociaux. Cette force vient supporter le fait que je crois qu'il est important de permettre à tous de pouvoir démontrer son savoir, faire suite à l'acquisition de nouveaux apprentissages et ce peu importe le milieu où nous évoluons et où nous avons évolué au cours de notre vie. Donc, le fait d'avoir la capacité de mettre les autres à leur aise me permet de pouvoir ouvrir les possibilités d'activités d'apprentissage à l'infini, tout en étant en mesure de conserver le contrôle sur la finalité des différents éléments de formation à maîtriser.